Donc avant de donner la parole au public, mais on aura très peu de temps, juste trois choses. D'abord sur les liens avec la réduction des risques. Je trouve qu'on a vraiment bien entendu à Marseille la réduction des risques comme principe fondateur. On applique la réduction des risques à d'autres champs. À Paris, plutôt la réduction des risques comme méthode. Donc pour travailler sur le trafic, utiliser les méthodes de la réduction des risques comme principe de travail pragmatique, essayer de non pas viser sur les produits l'abstinence, mais hiérarchiser les risques et atteindre un objectif faisable. Donc ça, c'était la première chose. La seconde chose, moi, je ne peux pas m'empêcher de tiquer quand j'entends la figure de l'usager-vendeur qui est en récession. Je pense qu'il ne faut pas forcément... J'ai entendu, si j'ai bien compris, l'argumentation reposait sur le fait qu'il y ait une professionnalisation de la revente. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est effectivement certain. Oui, juste en fait, là, il y a un rapport qui est sorti très récemment, justement, quelque chose qui apparemment ça a été confié par le FFSU sur la ville de Marseille, trafic et trafiquants à Marseille, sous la direction de Laurent Mucchielli. Donc je vous invite à jeter un œil à la partie sur l'omniprésence de la consommation, y compris au haut niveau du trafic. Il y a toute une partie là-dessus, donc c'est vraiment intéressant. Et je pense que je le souligne parce que l'usage-revente, si vous voulez, je pense que pour la réduction des risques, pour les intervenants de réduction des risques, c'est l'un des biais par lesquels on peut travailler sur le trafic. C'est l'un des ponts qui peut se faire. Voilà, et puis bon, pour conclure pour conclure ce truc, je voulais vous rappeler que donc, Pierre Roche a terminé le truc sur l'engagement des jeunes dans les trafics par la nécessité d'oser la réduction des risques. Je pense qu'on peut, on peut inverser en fait cette assertion en disant que pour la réduction des risques, il est peut-être temps d'oser le trafic comme objet de travail. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être ou... Rapidement, on a peu de temps. Bon, en fait, juste, j'ai plein de remarques à faire. Alors, bon, déjà, c'est rien contre Monsieur Padovani et Mylène Frappas, parce que moi, je trouve ça très bien ce que vous avez dit, sauf qu'à Marseille, il n'y a pas que la ville de Marseille. Déjà, je trouve ça bien que pour une fois, aujourd'hui, vous ayez insisté sur la question de l'usage des revendeurs, parce qu'au compte-rendu qui avait été fait du travail trafic acteur territoire à l'IRTS des Flamands, où vous étiez là, Monsieur Roche, vous n'aviez parlé que du cannabis, alors que ça fait quand même plusieurs années maintenant que la coke est largement brassée, 7 jours sur 7, 12 heures par jour dans les quartiers du nord de la ville. Je trouve ça aussi intéressant que vous ayez mis en lumière le fait qu'il y a certainement certains de ces revendeurs qui consomment eux-mêmes. C'est vrai qu'une des premières fois où on a pu rentrer dans le plan de Frévalon, qui se trouve quand même, la porte se trouve juste à côté de celle du centre social. La première fois, on a pu rentrer, aller avec le charbonneur jusqu'au plan à l'intérieur du bâtiment. C'est bien grâce à un rabatteur qui est usager lui-même et qui shoot la cocaïne. Voilà, donc je pense que voilà. On a aussi pas mal de constats qui sont rapportés maintenant par la DAP 13, qui travaille avec des gamins de Picombusserine et qui de plus en plus se pose la question de ah mais ces jeunes qu'on voyait qui fument du cannabis, mais on se pose vraiment la question de peut-être consomment-ils de la cocaïne. Certainement, pour sûr, oui, ils en consomment. Le truc, c'est que, comme ça avait été très bien dit sur ce compte rendu, sur le compte rendu du trafic acteur territoire, il y a un énorme tabou déjà dans les familles sur l'usage du cannabis. Alors, j'ose même pas imaginer en ce qui concerne la cocaïne. Je pense qu'on est très loin de s'imaginer la réalité de la consommation dans ces quartiers. Euh, voilà. Autre truc, c'est vrai que, moi, j'entends, il y a d'énormes contradictions entre la politique que peut vouloir mener la ville de Marseille et celle qui peut être menée par l'État, notamment avec les ZSP. Enfin, nous, ça nous fait vraiment rire quand on voit arriver d'un seul coup des armées de flics verrouiller un quartier pendant 2 semaines. Il y a un gérant qui tombe, même pas en fait, à la rigueur un charbonneur. Ça vient bloquer tout le travail des opérateurs, des gens qui vivent dans ces quartiers, qui ne peuvent pas aller travailler, qui se font contrôler à la sortie des cités en permanence. Ça ne change rien au niveau du trafic, ça vient juste rendre encore plus compliqué le travail mené par les acteurs qui travaillent déjà dans ces quartiers auprès des revendeurs. Voilà. Et puis ensuite, un truc comme ça que j'ai envie de relever, c'est vrai que c'est très intéressant ce travail du collectif Trafic Acteur Territoire. Et pour avoir travaillé avec vous sur d'autres questions, je vois bien comment il est important et comment ça prend du temps de construire
une information et éclairer l'esprit des différentes institutions publiques, dont ça peut être la compétence de travailler sur certaines questions qui nous intéressent en matière de réduction des risques. Mais c'est vrai que après, il y a l'action, il y a quand même des structures qui sont impliquées depuis super longtemps dans ces quartiers, comme Réseau 13 par exemple, qui a perdu une partie de cette subvention de la MILT après un courrier incendiaire rédigé à l'encontre du préfet. Ça pose question. Bon, voilà. C'est quand même des associations qui œuvrent depuis des années dans ces quartiers et qui sont, je pense, malheureusement insuffisamment soutenues dans l'action historique qu'elles peuvent y mener. Et puis, juste, j'avais envie de relever comme ça et de rappeler une parole que j'avais trouvée vraiment très intéressante sur ce compte-rendu du trafic acteur territoire, encore une fois. C'est une juge pour enfants qui prenait la parole, puisque plus en poste et donc sans droit de réserve, et qui disait que quand même, si la loi de 70 n'était pas ce qu'elle était, on pourrait travailler d'une manière bien plus efficace et avoir des leviers de sortie du trafic bien plus faciles avec certains jeunes, puisque pas tout ce bagage pénal qui les suivrait après leur passage dans les réseaux. Voilà. Ça a commencé un peu à être évoqué, c'est par rapport à la question du zonage. Donc entre les zones urbaines sensibles, les zones sécurité prioritaires, les nouveaux projets urbains, on se rend compte que ces questions de zonage ont été d'abord conçues à partir de visions négatives du territoire comme le trafic. Et du coup, c'est une question pour vous. Déjà, est-ce que vous pouvez commencer à mesurer les impacts qu'ont ces zonages sur la géographie des trafics? Et la deuxième partie serait: quelles propositions pourrait apporter pour éviter à ce que justement pour éviter à ce que la politique de la ville et les projets de requalification urbaine ne soient que axés sur la lutte du trafic et la sécurisation de l'espace public, étant donné, comme vous avez dit, que c'est une minorité qui tiendra en otage une majorité. Quelles seraient vos propositions pour un peu inverser ces tendances? Oui, peut-être un point, je vous donnerai la parole après. On a fait un travail sur la ville de Saint-Denis pour faire une analyse d'une situation sur un quartier où se superposait un trafic d'héroïne de très bonne qualité, à très bon prix, donc vraiment rassemblant une clientèle importante, et puis des micro-trafics de cannabis. Et là, on s'est aperçu des faits de déterritorialisation du trafic. C'est-à-dire qu'en réalité, les trafiquants les têtes de réseau ne sont pas forcément du quartier. La drogue peut être stockée dans des villes aux alentours. Les jeunes qui font le trafic peuvent être des jeunes du quartier, mais aussi régulièrement, ce sont des jeunes d'autres quartiers qui sont recrutés, qui viennent, et ce qui d'ailleurs pose une forte anxiété aux habitants, parce qu'à la limite, ils préfèrent les petits qui connaissent depuis toujours à des mômes qui débarquent et qui sont beaucoup plus agressifs pour s'y imposer. D'ailleurs, ça, c'est un des effets parfois pervers de certaines répressions, c'est que ça fait tomber le réseau local et puis il est immédiatement repris en main par des gens complètement inconnus. Et donc, en réalité, même si c'est 5%, parfois, on peut se demander si ces 5%, ils sont de la cité elle-même, quoi. Donc, ces zonages de territoire ne semblent même plus correspondre à la réalité du trafic qui est devenu beaucoup plus mobile. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à vos questions, c'est que, en termes d'évaluation, à l'heure actuelle, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a demandé à ce que soit conduite, il y a un cabinet qui a engagé ce travail, une évaluation des ZSP. Donc, on verra bien, au-delà de l'appréciation de Yann, est-ce que ça a pu produire ou pas. Par contre, dans le cadre de la démarche à laquelle faisait référence Patrick Padovan tout à l'heure, la démarche SAVI, le Forum français pour la sécurité urbaine et l'Observatoire régional de la délinquance et de la cohésion sociale et des contextes sociaux, pardon, ont conduit des travaux sur chacun des territoires qu'on avait ciblés. Et là, on voit bien que la question des trafics, elle n'est pas prioritaire, mais qu'elle est largement déterminée par autre chose,
par les questions du logement, de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la circulation, de la mobilité urbaine, de l'accès aux biens culturels et scolaires, etc. Et donc, un des axes de travail majeurs pour nous dans le cadre d'une stratégie globale, c'était s'attaquer au trafic, c'est aussi s'attaquer à tout ça, quoi, en priorité, au-delà des actions que je viens d'évoquer et qui n'étaient qu'une infime part de cette stratégie globale. Juste pour répondre sur les nouvelles zones prioritaires de la politique de la ville, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande comment on a calculé ces nouvelles zones prioritaires dans la mesure où elles sont en fait basées sur 2 critères simplement, des carrés de 1000 habitants sur lesquels il y a un revenu global annuel de 11 485 € par an. Je veux dire, ça veut dire chez nous, par exemple, que dans Marseille, 280 000 personnes sortent des zones prioritaires du CUX de l'époque, qui reviennent aujourd'hui sur ces zones prioritaires. Il y a 280 000 Marseillais qui avaient des besoins d'être inclus dans ces démarches sociales qui ne seront plus inclus dedans. Et ça veut dire aussi qu'on limite au territoire en question donc la problématique qu'on a repérée. Et on n'a plus possibilité de sortir de ce territoire. Parce que vous prenez les centres sociaux qui sont, par exemple, à distance de ces territoires. Aujourd'hui, ils ne sont plus inclus dans les politiques sociales. Ça veut dire qu'il n'y a plus de déplacement. Chaque ville a une spécificité. Nous, je l'ai expliqué au début, on a une spécificité de noyau villageois. Ça veut dire qu'en fait, si on veut diluer un petit peu l'aspect de reprise en main des publics, il ne faut pas qu'on se borne simplement à une reprise en main dans la cité. Il faut qu'en fait qu'on ait une dilution dans un espace, d'un espace villageois. Or, cette dilution, elle va devenir très difficile dans la mesure où les centres sociaux qui sont en dehors de ces zones aujourd'hui, eh bien, ils vont avoir des crédits qui vont tomber puisqu'ils ne seront plus dans les zones prioritaires. Donc, pour nous, pour en discuter avec ma collègue Arlette Fructus qui s'occupe de la politique de la ville, je veux dire, on est assez inquiet sur aujourd'hui la répercussion de ces nouvelles zones territoriales qui vont avoir lieu, ce d'autant qu'on ne prend pas en compte la dimension vraiment je dirais, dans ce qui nous concerne, donc des trafics bien sûr, mais aussi de la dimension vraiment d'impact social. On se rattache simplement au phénomène économique du phénomène social et non pas sur tout ce qui entoure ce problème, parce qu'on a des gens qui sont dans des situations économiques délicates et qui ne sont pas forcément en recherche de projets sociaux, et d'autres qui, au contraire, sont dans une situation économique plus favorisée et qui ont vraiment un besoin aussi d'accompagnement social pour d'autres raisons que le phénomène économique tout simple. Ouais, c'est une intervention, il n'y a pas vraiment de question, mais c'est quand vous êtes intervenu sur Saint-Denis, parce que j'ai eu l'honneur de bosser comme intervenant en réduction des risques sur Saint-Denis pendant 5-6 ans, 2006, 2011, 2012 à peu près. Et donc, on a implanté un petit bus d'échange de seringues à proximité des gros plans d'héroïne des quartiers de Saint-Denis où l'héroïne est très présente. Et avec ce truc où, effectivement, je me souviens des premières interventions où voilà, on voit un bonhomme d'une 50aine d'années, un jeune de 15 ans, et d'habitude, l'image qu'on a, c'est il y a le méchant dealer, le pauvre toxico, le méchant dealer qui va manipuler le jeune toxico-victime. Bah, voilà, le toxico-usager, c'était le mec de 50 piges, et le dealer, c'était un jeune de 14-15 ans, grand maximum. Et en tout cas, au fur et à mesure, ce qui a été frappant de voir, à la fois très compliqué de bosser auprès de ces jeunes vendeurs, peut-être de pont, première ligne en tout cas du processus de deal, de vente, mais en échangeant quand même avec des usagers qui les connaissaient, etc. Et tout, en fait, on se rend compte que c'est des quartiers qui donc ont eu à subir de plein fouet l'héroïne dans les pires conditions dans les années 80, et où donc il y a eu, voilà, c'est pas refaire l'histoire, mais les années noires, une génération entière qui a été balayée par ça. Et donc il y a eu dans les années qui ont suivi un effet un peu vaccination. La CAM, maintenant c'est bon. La génération d'après, celle née dans les années 70, en gros, le shit d'accord, la coke pourquoi pas, mais l'héros c'est bon quoi. Là on arrête.
Mais comme l'héros a continué à exister, non pas comme, à la base comme produit de consommation dans le quartier, mais comme produit de vente, dans ces quartiers-là, bien précisément, ce qui n'est pas le cas de toutes les banlieues parisiennes du tout, mais là, il y a voilà, un phénomène commercial localisé bien présent. Il y a un moment donné où, en fait, on a pu constater indirectement, mais que la consommation d'héroïne chez des jeunes nés en gros dans les années 90, quoi, à peu près, en gros, revient par le biais de la vente. C'est-à-dire que le contact avec l'héroïne se fait d'abord comme produit de vente, et puis à force d'avoir des boulettes plein les poches, à un moment donné, on va goûter. En plus, c'est un produit parfait pour passer des longues journées, à la fois assez longues, chiantes, routinières, mais où il faut quand même être un peu vigilant. Finalement, le shit, ça n'aide pas être vigilant toujours, l'alcool non plus, alors que l'héros, une fois qu'on maîtrise, on peut assurer son boulot tout en consommant. Voilà, alors j'étais, pour des raisons techniques indépendantes de ma volonté, je n'étais pas là au début, donc peut-être que ça a déjà été évoqué, je ne sais pas. Mais il y a ce truc-là, et je sais qu'à un moment donné, il a fallu... les intervenants plus locaux de Saint-Denis, les alerter là-dessus. Et en fait, une fois, finalement, les gens étaient assez conscients et ouverts à ce problème-là, et dire, mais en tout cas... On se rend compte de cet effet un peu pervers, que c'est par le biais du business que finalement le danger de revoir de la consommation d'héroïne dans des milieux de quartiers populaires et cités qui s'étaient extraits de la conso d'héroïne depuis, on va dire, la fin des années 90, en tout cas sur les coups de 2010, on voyait la conso revenir, l'air de rien, et dans une situation d'autant plus compliquée que pour c'est pas les usagers revendeurs, justement, c'est des revendeurs puis usagers, c'est l'autre processus. C'est beaucoup plus compliqué de pouvoir s'adresser, sans même parler d'un psy, d'un médecin ou d'un soignant, mais simplement d'un intervenant de réduction des risques non jugeant, avec qui, parce qu'on ne peut pas se griller comme étant un consommateur vis-à-vis de son employeur, pour qui le fait d'être un consommateur est une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, quoi. Donc voilà, c'était juste cette contribution. Bon, on nous fait signe de conclure, donc on va s'arrêter là. Simplement, juste pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que, en fait, même si la personne a commencé par revendre et ensuite s'est mise à consommer, ce qui est une porte d'entrée effectivement classique, c'est une porte d'entrée dans l'usage-revente. La personne devient quand même usager-revendeur. Il y a deux portes d'entrée, on peut d'abord commencer par consommer, ensuite revendre, ou alors l'inverse. Et c'est vrai qu'on le voit, il y a... Pardon ? C'est ça que je voulais dire au début, c'est que c'était cette inversion de trajectoire, enfin de poules et d'œufs qui s'inversent. Mais effectivement, il y a bien un usager revendeur au bout du compte. Au final, on retombe bien sur nos pas. Et c'est vrai je parlais juste d'une anecdote avec un intervenant de B18, donc un carut du nord-est parisien dont la file active est surtout composée de consommateurs de crack. Et eux disent que 90% de leurs usagers ont commencé par revendre. Ont commencé par revendre du crack et ensuite sont arrivés dans la consommation. Et c'est vrai que le travail avec les usagers-revendeurs, c'est quelque chose de difficile. Juste l'AFR, donc là je fais une petite promotion, l'AFR propose une formation sur l'usage-revente à destination des intervenants en toxicomanie. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce forum. Merci à vous pour les interventions. Désolé encore pour le bug. Et voilà, bonne journée.